Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que j'ai peut-être suscité chez vous un intérêt, en tout cas j'ai piqué votre curiosité. Cependant, vous pouvez aussi peut-être vous dire, tiens, voilà encore une vidéo avec un titre putaclic, mais je vous rassure, dans cette vidéo, on va bien voir que Lightroom peut vraiment nuire à vos RAW, particulièrement ceux de Fujifilm. Si vous utilisez Adobe Lightroom, ce qui est aussi mon cas, vous savez que c'est un super logiciel d'édition photo, c'est le plus utilisé sur le marché, et Lightroom est un logiciel qui a énormément de fonctions très avancées. Personnellement, je l'adore et il y a beaucoup de fonctionnalités que j'apprécie énormément. Cependant, comme tout logiciel d'édition photo, il a ses forces et ses faiblesses, et parmi ses faiblesses, en tout cas ses axes d'amélioration, il y a un point qui est souvent donc sous-estimé, en tout cas qui n'est pas forcément pris en compte, car la plupart des photographes n'en prennent même pas conscience, c'est ce qu'on appelle le dématrissage. Et qu'est-ce que le dématrissage? On va le voir dans cette vidéo, mais pour vous le résumer dès le départ, c'est la capacité d'un logiciel d'édition photo à interpréter les données à l'intérieur de votre RAW pour ensuite donc proposer une image. Et là-dessus, on va le voir et c'est le but de cette vidéo, Lightroom, en comparaison d'autres logiciels d'édition, n'est pas le meilleur, et particulièrement si on veut ouvrir et interpréter des RAW Fujifilm. Et vous allez voir qu'en comparaison notamment de Capture One ou de DxO Photolab, eh bien là-dessus, Lightroom fait vraiment moins bien. Depuis longtemps, je reçois des messages, que ce soit sur Instagram ou encore sur YouTube, et même là, je vois au Salon de la Photo, donc le week-end dernier, eh bien j'ai eu plusieurs conversations avec divers utilisateurs donc de Fujifilm qui me disaient souvent, mais je comprends pas, quand je passe mes RAW Fuji dans Lightroom, je trouve que la qualité n'est pas top, notamment en comparaison des RAW Sony, Nikon, Canon, etc. Mais alors pourquoi? Eh bien, ça va être aussi le but de cette vidéo. Donc elle est découpée en chapitres, comme d'habitude, mais dans un premier temps, on va essayer de comprendre comment fonctionne un RAW, et notamment quelles sont les différences entre la plupart des RAW et ceux de Fujifilm, et ça on va parler de matrice et de fait de dématrissage, et puis ensuite on va passer dans les différents logiciels, et on fera une comparaison de RAW Fujifilm entre Lightroom, Capture One ou encore DxO Photolab, et là je pense que vous allez comprendre la différence. Donc sans plus tarder, commençons. Donc pour débuter, il faut d'abord savoir, mais qu'est-ce qu'un fichier RAW? Alors un fichier RAW, vous savez, c'est ce qu'on appelle un fichier brut. En anglais, RAW, ça veut dire brut, et donc c'est un fichier qui contient 100% des données qui ont été capturées et emmagasinées par le capteur de votre appareil photo. Cependant, il y a une grosse différence entre un fichier RAW et la plupart des autres types de fichiers, notamment les TIFF, les PNG ou les JPEG, c'est que tous les autres types de fichiers sont des fichiers qu'on appelle imagés. Or, quand vous ouvrez un RAW, en fait, vous n'avez pas une image, mais simplement une somme de données binaires, donc des 0 et des 1. Sauf qu'en l'état, une image, ce ne sont pas des 0 et des 1, et pour passer de ces données binaires à une image, eh bien, il faut faire une étape d'interprétation, ce qu'on appelle dans les logiciels d'édition photo le dématrissage, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, pour comprendre tout ça, il faut partir dès le départ, donc du début, de la prise de vue lorsque vous prenez une photo avec votre appareil et que vous shootez en RAW. Quand on fait une photo, la lumière va traverser votre objectif, elle va passer à travers le diaphragme, ensuite votre obturateur va s'ouvrir avec un temps de pause défini, et ensuite la lumière va aller heurter votre capteur photo, et les capteurs numériques sont qualifiés de photosensibles. Photos en grec, ça veut dire donc lumière, donc votre capteur est sensible à la lumière. Et cette lumière, elle est composée de photons, donc ce sont les particules qui composent la lumière, et ces photons, ils vont venir rentrer dans des petits puits qui sont à la surface de votre capteur, qu'on appelle des photosites, donc des puits à photons. On les appelle, dans le jargon, on va dire, de l'électronique, des photodiodes. Ainsi, nos capteurs d'appareils photo seront couverts de millions de pièges à photons, donc des photosites, mais vous connaissez peut-être une autre appellation, parce qu'on les appelle aussi les pixels. Donc quand vous avez 24 millions, par exemple, de pixels sur votre capteur, ça veut dire qu'il y a 24 millions de pièges à photons. Ainsi, il faut s'imaginer que chaque photosite est un piège à photons qui peut capturer jusqu'à 2 exposants 14 photons, soit 16 384 photons. Et donc la règle est la suivante: lorsque vous avez la lumière qui va heurter votre capteur et rentrer donc dans un photosite, eh bien si on est sur une valeur proche de 0, ça veut dire qu'il y a très peu de photons qui sont rentrés dans le photosite. Résultat, il y aura peu de lumière. Si maintenant on s'approche de 16 384 photons à l'intérieur du puits, ça veut dire que dans ce cas-là, il y aura beaucoup de lumière qui est arrivée sur le capteur. Mais alors, pourquoi cette valeur de 16 384? Eh bien parce qu'aujourd'hui, les capteurs codent en 14 bits, donc 2 exposants
14, et quand on fait le calcul de exposant 14, on arrive à 16 384. Dès lors, et pour chaque pixel sur votre capteur, chaque puits peut avoir 16 384 nuances de ton, donc de nuances de lumière, allant du noir total au blanc total, avec entre les deux des nuances de gris très fines, donc 16 384 nuances. Ainsi, lorsque l'on prend une photo, donc la quantité de photons donne un signal électrique qui lui-même est transmis en un signal numérique, et ce signal numérique, il est ensuite codé en valeur numérique, donc en bits, c'est-à-dire une série de 0 et de 1, et ça, on a ces valeurs pour chaque photosite, donc vous imaginez, vous avez des valeurs pour 24 millions de pixels, et tout ça, on combine dans un fichier et ça donne un fichier RAW. Cependant, et je pense que là pour vous ça devient très clair, quand vous ouvrez un fichier RAW, donc vous avez des suites de 0 et de 1 qui illustrent ces quantités de photons par pixel, cependant à aucun moment nous avons pour l'instant une image. C'est précisément à ce moment-là qu'arrivent nos logiciels d'édition et qui, grâce à des algorithmes, vont nous permettre d'interpréter ces données binaires en une image et ensuite de pouvoir travailler nos photos sur notre écran. Cependant, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que dans ces données, donc avec ces 16 384 niveaux de ton, eh bien en fait on a une information sur la quantité de lumière, mais pas sur sa qualité, en tout cas pas sur sa teinte. C'est-à-dire qu'on peut savoir les nuances donc, de gris allant du noir au blanc, cependant on ne sait pas, pour un capteur donc de couleur, si on a donc plutôt du rouge, plutôt du vert, du orange, du jaune, etc. Donc la grande question c'est comment est-ce qu'on fait pour, au-delà de la quantité de lumière, savoir la couleur donc dans la photo? Et bien pour ce faire, les marques ont développé un principe qui est plutôt très intelligent, c'est-à-dire qu'à la surface du capteur, au-dessus donc des pièges à photons, ils ont mis ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire un ensemble comme un patchwork de filtres colorés qui sont de 3 couleurs, le rouge, le vert ou le bleu. C'est pour ça qu'on parle de matrice RVB pour rouge, vert, bleu en français, ou alors de matrice RGB en anglais pour Red, Green and Blue. Il existe plusieurs matrices sur le marché. La plus connue et la plus utilisée, c'est la matrice de Bayer, ça on va en parler juste après, mais certaines marques utilisent des matrices différentes, comme par exemple le Fujifilm avec la matrice X-Trans, et là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là aussi, nous en reparlerons tout à l'heure, ou encore Sigma par exemple avec le système Foveon. Ainsi, chaque pixel est recouvert donc d'un filtre de couleur qui est soit vert, soit rouge ou soit bleu, et donc ce filtre va venir donc filtrer la lumière en fonction de sa longueur d'onde. Car vous le savez, la lumière est une onde et cette lumière a donc une longueur, et si on prend les couleurs en fonction de leur longueur d'onde, on se rend compte que le rouge correspond aux ondes les plus longues, que le vert correspond aux longueurs d'onde intermédiaires, et que le bleu correspond aux ondes les plus courtes. Dès lors, si un photosite est recouvert donc d'un filtre vert, il va se concentrer sur une longueur d'onde intermédiaire. Maintenant, si le pixel est recouvert donc d'un filtre bleu, il va se concentrer sur les photons qui, eux, correspondent plutôt à une longueur d'onde qui correspond au bleu, donc la longueur d'onde la plus courte. Mais alors tout ça, c'est bien, mais quand on regarde une matrice, on se rend compte que finalement, eh bien, chaque pixel a certes un filtre de couleur, mais au bout, comment à partir du rouge, du vert et du bleu est-ce qu'on peut définir donc les couleurs sur l'ensemble d'une photo? Et bien c'est là qu'on doit se concentrer sur cette étape fondamentale qui se passe à l'intérieur de notre logiciel photo et qui s'appelle le dématrissage, soit la lecture de la matrice du capteur. De fait, lorsque vous ouvrez un RAW dans votre logiciel d'édition photo, il faut comprendre qu'il va faire une étape d'interprétation qui passe par des algorithmes, et ce qu'il faut comprendre, et on va le voir tout à l'heure, c'est que chaque logiciel d'édition a ses propres algorithmes. De fait, et ça c'est la conclusion, c'est que chaque logiciel proposera une interprétation différente de cette matrice. Résultat, avec le même RAW, les mêmes données, vous n'aurez pas la même image donc devant vous sur votre écran d'ordinateur. Prenons un exemple. Donc si on prend un capteur à matrice de Bayer, comment est-ce qu'on fait à partir de la matrice rouge, vert, bleu? Eh bien comment est-ce qu'on fait pour définir les couleurs donc sur notre image? Pour ce faire, il faut qu'on regarde comment fonctionne une matrice de Bayer. Donc si on regarde un capteur avec une matrice de Bayer, on se rend compte que ça fonctionne par ligne. Par exemple, si on regarde sur la première ligne supérieure, vous remarquez que vous avez un premier photosite avec un filtre vert, ensuite vous avez un photosite avec un filtre bleu, et ensuite ça fait vert, bleu, etc. Sur la ligne en dessous, on remarque maintenant une alternance entre le vert et le rouge, puis si on passe à la ligne encore en dessous, on a à nouveau du vert et du bleu, puis sur la ligne encore en dessous, du vert et du rouge, etc. Et ça, c'est sur l'ensemble de la surface du capteur. Et donc au global, pour définir les couleurs donc avec une matrice de Bayer, on va se focaliser sur un groupe de 4 photosites, donc
4 pixels. Pour ce faire, on va se reposer sur ce qu'on appelle la synthèse additive qui elle-même se repose donc sur 3 couleurs dites primaires, le rouge, le vert et le bleu. Ainsi, et si on regarde donc un groupe de 4 pixels, j'aurai 2 pixels verts, 1 pixel rouge et 1 pixel bleu. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de vert sur les matrices? Eh bien tout simplement parce que le vert est la couleur la plus répandue dans notre environnement. Donc prenons un exemple théorique et j'ai pris des valeurs absolument bidons, mais pour essayer de comprendre comment on trouve une couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire mes notes, parce que sinon j'ai pas ces chiffres en tête. Je rappelle, c'est complètement théorique. Donc admettons, j'ai pris une photo et sur mon groupe de 4 pixels sur lequel je fais le dématrissage, mes 2 pixels verts ont capturé 768 photons. Ensuite, mon pixel rouge en a capturé 12 800 et enfin mon pixel bleu en a capturé 1472. Et là, on rencontre un premier problème, c'est que certes, nos appareils photo peuvent capter donc 16 384 donc, nuances de ton. Cependant, eh bien, nos écrans, eux, ne peuvent pas afficher 14 bits d'information, mais généralement 8 bits. C'est pour ça qu'il faut ramener ces valeurs, donc non pas en valeur 14 bits, mais en valeur 8 bits. Et pour ce faire, on va faire quelques calculs très simples. Donc il va falloir diviser donc nos quantités de photons pour les ramener de 14 vers 8 bits. Et pour ce faire, eh bien, on fait une simple soustraction. 14 bits moins 8 bits égale 6 bits, et donc 6 bits, ça fait 2 exposant 6 égale 64. Et maintenant, ce que j'ai à faire, c'est simplement diviser mes valeurs de photons que j'ai enregistrées en 14 bits, et de les diviser pour 64, pour ensuite pouvoir donc les développer en 8 bits. Donc de fait, je fais la petite opération, je divise 768 photons verts donc par 64, et ça me donne 12, je divise 12 800 photons rouges par 64, et ça me donne 200, et enfin, je divise donc 1472 par 64 et là ça me donne 23. Maintenant, et avant de trouver donc la couleur pour ce groupe de 4 pixels, il faut que je fasse quelque chose de très important, c'est que j'ai trouvé donc 12 pour chaque pixel vert, mais rappelez-vous, sur un groupe de 4, il y en a 2, donc je dois multiplier 12 par 2 et ça me donne dans ce cas-là 24. Maintenant, et en suivant ce qu'on appelle la méthode additive, donc je vais rentrer ma quantité de vert, ma quantité de bleu et ma quantité de rouge, et dans ce cas-là, eh bien ça me donne donc une couleur finale. En l'occurrence ici un rouge un petit peu foncé que j'aurais appelé plutôt rouge tomate, et donc au bout on obtient le code RVB 22423 et c'est comme ça par groupe de 4 qu'on arrive à définir les couleurs. Mais comme je vous ai dit précédemment, c'est là où c'est plus compliqué, c'est que puisque chaque studio de développement a ses propres algorithmes, et bien cette interprétation peut être un petit peu différente et c'est pour ça que votre RAW, que ce soit chez Canon, chez Nikon, chez Sony, chez j'en sais rien moi Lumix et compagnie, si vous le passez dans Lightroom, dans DxO Photolab, dans Capture One, dans Luminar Neo, dans Darktable ou ce que vous voulez, eh bien l'interprétation de ces valeurs, notamment de la matrice, donc du dématrissage, sera un petit peu différente et c'est pour ça que vous n'aurez pas exactement la même image sous les yeux. Mais alors là-dedans, quel est le rapport avec le sujet de notre vidéo, en l'occurrence les RAW Fujifilm? Eh bien, si vous avez bien écouté tout à l'heure, je vous ai dit que la plupart des capteurs d'appareils photo étaient recouverts par une matrice de Bayer, mais que Fujifilm avait sa propre matrice qui s'appelle X-Trans. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que tout ça a été lancé notamment lorsque Fujifilm a lancé sa gamme X et à l'époque ils ont créé une nouvelle matrice sur les capteurs qui s'appelle X-Trans et qui à l'époque avait donc plusieurs missions, mais l'une des missions c'était notamment de supprimer le moiré, donc c'est une forme d'artefact sur les détails les plus fins et ça c'est dû donc à des problèmes de dématrissage donc sur les capteurs à matrice de Bayer. Alors tout ça c'est chouette, mais ces matrices X-Trans elles ont quand même un gros problème, c'est que rappelez-vous sur la matrice de Bayer, on travaille par groupe de 4 pixels pour faire du dématrissage, alors que sur la matrice X-Trans, qui est bien plus complexe dans son organisation, on ne travaille pas par groupe de 4, mais par groupe de 36 pixels. Résultat, interpréter donc la matrice X-Trans est bien plus complexe pour les développeurs, et d'ailleurs, si vous utilisez les logiciels de DxO, en l'occurrence Photolab ou Puro, vous avez peut-être remarqué que en tant qu'utilisateur Fujifilm, vous ne pouviez pas accéder aux derniers algorithmes de débruitage d'E-Prime, XD2 ou XD2S. Et bien la raison, elle est simple, c'est que la matrice X-Trans est tellement complexe à travailler que les développeurs de chez DxO se cassent la tête dessus et ça leur prend bien plus de temps finalement que de travailler sur la matrice de Bayer, c'est aussi simple que ça. Maintenant, et c'est un petit peu la chute de tout ça et le but de cette vidéo, et bien le truc c'est que cette matrice X-Trans elle est un petit peu particulière et résultat, et bien malheureusement parmi tous les logiciels d'édition photo, Camera Raw qui propulse et dématrice donc les logiciels d'Adobe pour les RAW, donc notamment Lightroom ou encore Photoshop, Camera Raw n'est pas le logiciel le plus performant
pour interpréter la matrice X-Trans. Et ça, malheureusement, ça se voit lorsque l'on passe nos RAW Fujifilm dans les logiciels d'Adobe. Bien, alors ce que nous allons faire à présent, c'est qu'on est sur l'ordi, on va regarder des RAW issus d'un Fujifilm X-S10, hein, donc un capteur avec une matrice X-Trans de 26 millions de pixels. Et donc ces RAW, on va les regarder dans Lightroom classique, dans Capture One et dans DxO Photolab 8. Alors ici j'ai une première photo et on va s'intéresser sur cette photo sur quelque chose qui est très intéressant. C'est sur notamment donc la délimitation des contours, hein. Souvent moi ce qui ressort dans les retours que j'ai sur les RAW Fujifilm à matrice X-Trans, c'est un manque de netteté de détails, notamment par rapport au RAW donc à matrice de Bayer. Donc pour ce faire, on va se focaliser sur deux régions sur cette photo et vous allez voir que c'est assez explicite. D'un côté, on va regarder ici, il y a des arbres qui sont là, et après on va regarder ici donc la pointe São Lourenço, et là vous allez voir que c'est là où c'est le plus flagrant. Donc pour ce faire, on va commencer à 400%, et on va regarder ici cette zone d'arbres, et je vais même aller, on va être fou, on va aller à 800%. Donc quand je regarde sur cette photo, eh bien ce que je vois, c'est que sur cette zone d'arbres qui est ici au sommet de cette falaise, eh bien j'ai ici une délimitation qui est plutôt floue, hein, et vous voyez ici que j'ai une zone de transition de pixels qui est un petit peu incertaine, hein. Là on est dans Lightroom classique. Et donc vous voyez que cette zone ici, ça fait un petit peu bouillie de pixels et on manque un petit peu de précision. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe maintenant dans Capture One. Alors déjà, vous allez voir que en fonction des logiciels, j'ai exactement les mêmes profils, j'ai pas de correction sur tous les logiciels, donc c'est vraiment juste le RAW à l'état pur avec son profil qui est celui du boîtier. Vous voyez immédiatement déjà que je n'ai pas exactement le même rendu, à la fois sur la lumière et à la fois sur donc les teintes, hein, donc sur les couleurs. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller directement ici, et là, vous voyez, je suis à 800% comme dans Lightroom. Et là, la première chose qui me saute aux yeux, moi, quand je zoome, regardez, c'est ici donc le traitement des arbres, et notamment ici, vous avez vu sur les délimitations, à quel point les délimitations sont plus précises. Regardez ici les arbres comme ils sont mieux définis, et regardez ici, là, la délimitation comme elle est nette. Je repasse rapidement dans Lightroom, regardez la différence avec ici cette zone de transition et surtout la bouillie de pixels au niveau des arbres. Donc là pour moi ça commence à être très flagrant. Maintenant on passe dans DxO Photolab 8, hein, et je vais également me mettre à 800%, hein, de la même façon. Je vais sur le même groupe d'arbres, hein, donc au sommet de la falaise, alors que je les retrouve, hein, mes arbres, hop. Voilà, donc je me mets ici à 800% et là vous voyez que de la même façon j'ai un rendu qui est nettement meilleur. Alors ici vous voyez dans DxO Photolab à nouveau, hein, il n'y a aucune correction, vous voyez il n'y a pas de module optique, hein, il n'y a pas le vignettage, je n'ai pas non plus la compensation de flou optique donc pour augmenter la netteté, je n'ai pas de compensation ici de correction des aberrations chromatiques ou encore de la distorsion, c'est vraiment là aussi le fichier simplement dématricé et donc ça c'est quelque chose qu'on a souvent dans le dématrissage de DxO. On a un rendu qui est un petit peu plus violet magenta, vous voyez, hein, vous avez des petits points qui sont un peu plus violet magenta. Cependant, je trouve que ça ressemble beaucoup quand même au rendu qu'on a dans Capture One, vous voyez ici au niveau de la délimitation, et surtout, vous voyez ici des arbres qui sont bien mieux définis. Donc là, je suis dans Photolab 8, je repasse dans Capture One, et ensuite, je termine et je repasse dans Lightroom. Là, vous voyez, je pense que la différence est plutôt très flagrante. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on descend et on va donc sur le cap São Lourenço. Alors là, vous avez en plus, à ce moment-là, vous avez un petit peu de brume, hein, de bruine, on va dire. Vous êtes en bord de mer, il y a beaucoup d'humidité. Et là, vous voyez que le cap, ici, il est particulièrement fouillis d'un point de vue rendu. Vous voyez que ici, j'ai du mal à discerner vraiment les textures. Et donc aussi, hein, vous voyez au niveau donc, des contours, hein, j'ai des contours qui sont plutôt fouillis, qui sont plutôt flous. Si maintenant je prends donc la même zone et que je vais dans Capture One, eh bien vous voyez que le rendu est très différent, il est bien plus précis, que ce soit sur les textures ou alors sur les contours. Même chose si maintenant je retourne dans DxO Photolab 8, hein, et vous suivez les contours au fur et à mesure, vous voyez que là aussi c'est très précis, et bien de la même façon, vous voyez que les contours sont bien plus précis, que la texture elle aussi est beaucoup plus nette, hein. Si maintenant je repars dans Lightroom, et bien là vous voyez vous-même la différence.
Enfin bref, je pense que là-dessus, il n'y a pas d'autre dessin à faire et je pense que le résultat est sans appel. Maintenant, prenons un deuxième exemple sur un type de photo qui est assez problématique, c'est notamment les textures de tout ce qui touche à la végétation, aux arbres, etc. En effet, il y a souvent quelque chose qui ressort quand vous allez sur les forums, etc. C'est que sur les RAW Fujifilm de matrice X-Trans, vous avez ce qu'on appelle un effet de vert sur la végétation. C'est quelque chose sur lequel Adobe a fait beaucoup de progrès, mais ça reste quand même en deçà de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc je vous montre, là je repasse donc dans Adobe Lightroom, et lorsque je vais zoomer et que je vais me mettre donc à 400%, et bien si vous regardez ici la texture au niveau des arbres, et bien c'est quand même plutôt imprécis, et surtout vous avez vu ça fait comme des verts, ça fait des lignes qui partent un petit peu dans tous les sens, et on a quelque chose qui est plutôt très fouillis, et là clairement moi je trouve que la texture elle manque de détails. Et si je vais par exemple sur le côté ici sur les rochers, et bien là c'est pareil, je sais pas si sur YouTube on s'en rend compte, mais moi en tout cas sur les fichiers je m'en rends vraiment compte sur mon écran, et bien j'ai là aussi des textures qui sont bien plus précises avec ces effets de vert, donc ces lignes comme ça qui partent un petit peu dans tous les sens. Si maintenant je vais dans Capture One et que je me mets donc à 400%, si je regarde la même végétation, là je me rends compte que j'ai plus du tout le même rendu, que j'ai une végétation qui certes est plutôt très dense, mais en attendant je n'ai plus cet effet de vert. Et si je me déplace sur le côté au niveau ici de la végétation ou des rochers, et bien là on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de détails et qu'à nouveau je n'ai plus cet effet de vert. Maintenant si je termine avec DxO Photolab 8 et je vais me mettre à 400%, voilà, je suis à 400%. Même chose, je n'ai pas cet effet de vert sur la végétation, vous voyez qu'elle est bien plus précise. Et si je me rends sur le côté, bien là aussi, au niveau donc des rochers, c'est nettement plus précis que dans Lightroom. On retrouve toujours ce petit rendu parfois un petit peu violet magenta qu'on ne retrouve pas dans Capture One. Mais voilà, au niveau des résultats, moi je trouve le rendu qui est bien plus précis. Et je dirais qu'en première position, je mettrai Capture One, juste derrière je mettrai DxO Photolab, et après je trouve derrière quand même Lightroom qui est nettement moins bon. Donc ça, on pourra regarder des tas de RAW Fujifilm à matrice X-Trans. Vous verrez que selon les photos, eh bien, ça va être différent en fonction des textures, en fonction de la lumière et de la complexité, on va dire, de l'image. Cependant, là, parmi toutes les photos, je trouvais que ces deux photos, eh bien, représentaient bien certaines problématiques qu'on pouvait avoir lorsqu'on passait nos RAW Fujifilm dans Lightroom. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous utilisez Lightroom pour voir la différence, eh bien, le gros avantage, c'est que ce soit chez DxO ou que ce soit chez Capture One, vous pouvez tester les logiciels gratuitement pendant une période d'essai. Donc je vous invite, pour vraiment voir la différence, téléchargez le logiciel, donc Capture One, téléchargez Photolab, essayez ces logiciels, passez directement vos photos dedans, essayez de voir la différence. Si vous trouvez une différence, eh bien voilà, on va dire que le résultat est sans appel. Et puis sinon, si vous n'en trouvez pas, eh bien ça veut dire que pour les situations qui sont les vôtres, eh bien dans ce cas-là, Lightroom fait plutôt le job. Moi personnellement, je vous avoue que eh bien, je trouve une réelle différence entre le dématrissage dans Lightroom et parallèlement à ce qu'on peut retrouver dans Capture One ou encore DxO Photolab. Bref, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors je pense que vous l'avez compris, Adobe Lightroom, et on va parler plutôt de Camera Raw, donc qui fait le dématrissage dans les logiciels d'Adobe, donc Lightroom et Photoshop. Eh bien Camera Raw n'est pas le plus puissant pour venir dématrisser les RAW Fuji à matrice X-Trans. Et là je pense qu'on l'a vu clairement. Donc la référence, je pense, sur le marché, eh bien c'est Capture One, et Capture One est d'ailleurs le logiciel conseillé directement par Fujifilm, car il travaille étroitement avec Fuji. Et donc Capture One, c'est une solution qui franchement est optimale pour avoir la meilleure qualité possible. Alors personnellement, Capture One n'est pas un logiciel que j'utilise, car tout simplement au fil du temps, je n'ai pas pris l'habitude de l'utiliser, et surtout parce que je pense que les outils qu'il y a à l'intérieur sont plutôt destinés à des photographes de portrait, de mode, de mariage, de studio, et peut-être un peu moins pour les photographes par exemple de paysages, etc. Donc moi je m'y retrouve un petit peu moins, pour autant c'est un excellent logiciel d'édition. Donc moi, il y a deux logiciels que j'utilise le plus, en fait c'est Lightroom, et puis à côté DxO Photolab. Alors on l'a vu, Photolab fait aussi un excellent travail, et les algorithmes de DxO sont très puissants. Chez DxO, et moi vous le savez, et là je le dis en toute transparence, si vous ne me connaissez pas, moi je collabore avec DxO, mais pour être entre guillemets objectif dans cette vidéo, eh bien vous voyez, j'ai pas parlé seulement de DxO, mais aussi de Capture One. C'est juste que moi j'ai mes habitudes notamment avec les logiciels de DxO, mais tout ça pour dire que si vous aimez utiliser Lightroom, ce qui est aussi mon cas, eh bien vous n'allez pas forcément passer par Photolab, car Photolab est un logiciel
logiciel d'édition complet. Et c'est là où, chez DxO, ils ont été malins, et moi je trouve que ça a été quelque chose qui, d'un point de vue marketing, a été franchement intelligent, c'est que leur logique a été la suivante. Comment est-ce qu'on pourrait faire profiter de nos technologies donc de dématrissage, de débruitage aux utilisateurs de Lightroom sans passer par Photolab? C'est là où ils ont créé un logiciel que de fait moi maintenant j'utilise beaucoup qui s'appelle Puro et dont le flux de travail est malin. En fait, Puro, sa mission, c'est d'être entre votre carte SD et Lightroom. L'idée, c'est que quand vous allez faire donc votre importation dans Lightroom, avant ça, vos RAW vont passer dans Puro et ensuite dans Puro, ce sont les algorithmes de dématrissage et de débruitage de DxO qui vont traiter vos fichiers RAW. Vous ajoutez à cela les modules optiques, alors ça c'est encore un autre sujet. Et ensuite, Puro vous crée ce qu'on appelle un DNG linéaire, c'est-à-dire un fichier RAW linéaire. Alors, quelle est la différence entre un DNG classique et un DNG linéaire? Un DNG linéaire, c'est un RAW qui est déjà dématricé, en l'occurrence ici par les algorithmes de DxO. Cependant, sur tout le reste, vous conservez donc toutes les données brutes, hormis celles du dématrissage, et surtout, vous gardez le caractère non destructif du RAW, donc vous allez pouvoir le manipuler et revenir dessus, donc de manière infinie. Et donc ensuite, ce RAW, donc ce DNG linéaire, est importé directement dans votre bibliothèque Lightroom, et puis vous pouvez travailler dessus, donc d'une manière tout à fait classique comme sur n'importe quel RAW. Donc moi je vous avoue qu'aujourd'hui c'est une solution qui me plaît énormément, car on l'a vu, moi le dématrissage de DxO sur les RAW Fuji me convient parfaitement, notamment avec le débruitage, et ensuite je peux poursuivre mon flux de travail directement sur Lightroom. Donc en gros on va dire que c'est le meilleur des deux mondes. Bref, donc pour résumer, vous avez vu, clairement Lightroom a beaucoup de qualités, cependant sur le dématrissage des RAW Fuji à matrice X-Trans, voilà, c'est pas le meilleur, on va dire que sur certaines photos ça se voit quand même plutôt pas mal, et vous avez vu que là-dessus, Capture One ou encore DxO Photolab font mieux, enfin bref. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu technique. Si vous en avez, n'hésitez pas à mettre directement vos questions en commentaire, et puis sinon, les amis, je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo.